Alors, franchement, on l'a dit, hein, Monsieur Wanda, magnifique. Vous avez magnifiquement bien dansé. Hein? Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Alors, vous, Monsieur Wanda, franchement, vous avez magnifiquement bien dansé. Bravo, 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 bravo. On sent même que l'énergie, vous cherchez à reprendre votre souffle. Et puis, Monsieur Elias Ataï a fait une démonstration parce qu'on danse la même danse selon l'âge qu'on a. Oui. On vous parle de notre pays, le Togo. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est Live qu'il a dit qu'à Mechichio, à Megao, voilà. Quand un roi ou un notable qui a vraiment mis voilà, il ne va pas danser forcément comme M. Wanda, mais il va beaucoup plus danser comme M. Ataï. Mais un jeune Togolais fier de ses racines, vibrant, va vraiment danser comme M. Wanda. Donc, vous faites bien d'être avec nous ce matin. C'est le Togo qui s'invite chez vous et vous êtes obligés, forcés, vous allez nous aider, ou nous accepter en tout cas. C'est nous, c'est le 228. Yes. Alors, on a du plaisir à être avec M. Marcel Taï. Qui va chanter pour nous? Bonjour, M. Marcel. Ouais, bonjour, bonjour. Non, alors, choisissez. Vous voulez commencer par chanter d'abord ou bien par la danse? Que choisissez-vous? Ni l'un ni l'autre. Oh. Sa langue locale, madame? Comment? Sa langue locale? Sa langue locale? Non, ça c'est trop facile. Ah. Non, ça c'est trop facile. Monsieur Franchement, maintenant vous voulez quoi? Non, non, il doit danser. Il doit danser, obligatoirement. Danser. Alors, déjà, je vous laisse dire bonjour à nos chers amis téléspectateurs avant qu'on ne vienne à la petite chanson que vous allez nous donner. Vous pouvez dire bonjour en kabyle, s'il vous plaît? Bonjour, bonjour, d'abord en français. Voilà. Mes amis, les élèves et les enseignants, ils sont en congé. Bonjour à tous. Ah, ouais, c'est vrai, ils sont en congé. Et dans ma langue, on dit Hello, allez, Bidjana, à la fin, ouais. À la fia. Nous aimons pas yo. Et vous salue tous. Vous savez, je suis Amalang. Oui, on sait, on sait, M. Ataï. Voilà. Alors, merci infiniment, chers amis téléspectateurs, parce que le retour que vous me faites ce matin, je vais rapidement lire quelques messages. On a bonjour la famille Nectar, comment vous allez? Bien. Mon cher M. Ataï, bien habillé, ça fait un bail, faute de travail. Bientôt les vacances, on va se voir tous les jours. De la part de M. Wolu Komi depuis Agoué Kitidjan. Voilà. Merci, M. Wolu. Merci beaucoup. Ouais. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. On dit bravo aux Togolais, bravo aux Togolais. Vivez le Togo. Yeah. Ah. To eight. Par rapport à la chanson, hein? Yes, sir. Bonjour à vous, bonne émission. Vous êtes géniaux car vous faites la fierté de tout le monde chaque matin. Bosco depuis 5AC. Alors, il a fait le vocal, je crois. Ah. Les habitants s'appellent Togolais, nous sommes enfants togolais, nous sommes enfants togolais, enfants du Togo, mambo, alléluia, mambo, alléluia, mambo, alléluia, ya, ya, ya. Alors, un point pour moi. Non, mais j'ai dit, ça dépend du quartier aussi. Du quartier. Alors, on continue. Alors, bonjour à vous tous. On dit Mambo, Alléluia, vive le Togo. Intervention de Chouassé et de Kouma Adame. Bonne émission à vous. Joli prénom, hein? Alors, bonjour la famille Nectar. Je vous salue depuis la RDC. Merci. Et aussi, on a... Le pays que nous habitons s'appelle le Togo. Le pays que nous habitons s'appelle le Togo. Et ses habitants s'appellent Togolais. Nous sommes enfants Togolais. Enfants Togolais. Nous sommes enfants Togolais. Enfants Togolais. Mambo, alléluia. Mambo, alléluia. Mambo, alléluia. Vive le Togo. Mambo. Ouais. Le ya là, franchement. Alors, voilà, c'est Twitter qui a enseigné ça.
Ah, il faut me revoir. Alors, on a Du bonjour le quartier, plateau, je vous Bonjour. espère en pleine forme. Bonjour. Je suis désolée de savoir que l'éducation d'aujourd'hui est très loin de la nôtre. Tu vois un élève du collège qui ne peut même pas réciter « Mon cabri, mon beau village » comme Oh. citation. Non, bon, alors mon cabri, jamais entendu, désolé. Mon Mais cabri. mon beau village, moi je connais. Quand j'étais petit, j'avais un ami, un Mon joli beau village cabri, qui tout se beau, tout niche au gris. Comment? Mon cabri. Là. Mon cabri a fait quoi? Bon, quand j'étais petit, j'avais un ami, un joli cabri, tout beau, tout gris. Bon, ce sont des choses qu'on connaît et qu'on maîtrise facilement. C'est vrai, il a raison, l'ami. Hein. C'est vrai, tout ça, ils ont perdu. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Ben voilà, donc continuez d'envoyer, on a plein de messages, plein de vocaux, mais ça va être compliqué de les écouter. Alors bonjour à vous. Bonjour. Ok, le pays il écrit la chanson, on cherche là, ok. Ne me dis pas, il y a là-bas. encore. Alléluia, waouh, waouh, waouh. Ah, c'est ça. Ça, alors. Les versions divergent, hein. Ouais, c'est... Des écoles aussi. Comme nous. D'accord. Alors, bonjour Nectar. Félicitations Bonjour. à vous pour l'émission. Très ravie de voir M. Marcel Toyi sur l'antenne ce matin. Encore une fois, bravo à vous tous. Signé Ibn Youssif depuis Kégué. Ah, Merci beaucoup. Alors, M. Marcel n'est même pas encore intervenu, il n'a encore rien dit que déjà vous... C'est ça. Ah. C'est ça l'effet Marcel Toyi. C'est ça l'impact. L'impact, un effet dévastateur. Hein. Ça, c'est clair. J'adore. On a bonjour à vous. Bonjour. Je suis depuis Luanda. Vous êtes magnifique. Très belle émission et surtout, vous nous faites avoir envie de rentrer au pays. Je suis très, très, très heureux de voir l'excellent monsieur Marcel Toyi. Mais Aïcha, ne cherche pas plus loin. Il est... c'est ça, là, il connaît la chanson. Monsieur Marcel, est-ce que vous pouvez... La chanson, c'est parti. 1, 2, 3. Le pays... Le pays que nous habitons s'appelle le Togo. Le pays que nous habitons s'appelle le Togo. Et ses habitants s'appellent Togolais. Nous sommes enfants Togolais. Enfants Togolais. Nous sommes enfants Togolais. Enfants Togolais. Mambo. Alléluia. Mambo. Alléluia. Mambo. Alléluia. Vive le Togo. Vive le Ciao, Togo. ciao. On m'a tué. C'est pas clos. Cham, cham, cham. Ça veut dire cham, ja, bachana. Oh là 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 là, monsieur. Ouais. Cham, ja, bachana. Il y a même chamier. C'est bizarre. Ouais, chamier. Chazodi. Bizarre qu'avant, on nous donne le test, mais il y a des parties là que tout le monde Adapte. s'adapte autrement, quoi. Et ensemble, on le dit. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pour le moment, on a Vive le Togo, on a Bravo, Bravo aux Togolais, on a Wa, 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 et puis on a Cham, Cham, Cham. Continuez, on est là. D'ici la fin de l'émission, on va élucider ce grand mystère. Alors, comme vous le savez, M. Marcel, quand il est là, c'est que nous avons beaucoup de choses à apprendre encore au niveau de notre éducation, et pas que l'éducation de la jeunesse togolaise, mais l'éducation de la jeunesse africaine et même du monde entier, pourquoi pas. Et comme on le dit, vous le savez, nous sommes dans les congés ou dans les vacances de Pâques, donc tout le monde est à la maison. On est sûr que de belles choses vont encore se dire. Monsieur Marcel, il s'est passé quelque chose de malheureux, de malencontreux à Kara. Et nous allons commencer aujourd'hui votre intervention par ce témoignage-là. J'y vais ou vous y allez? D'accord. Alors, Monsieur Marcel, je vous laisse raconter le témoignage et puis ensuite, après, on va voir ce que vous pensez de la question posée à la fin. Le témoignage, c'est que c'est un parent qui a surpris son enfant, c'est un garçon, prendre de la cigarette. Et tout fâché, il a poursuivi l'enfant pour le taper. Ils se sont retrouvés finalement dans la rue et une voiture a tamponné. Dans cette course-là, l'enfant est décédé. Et la question de voir qui est responsable de la mort de l'enfant. Est-ce que c'est l'enfant lui-même? Est-ce que c'est le chauffeur? Est-ce que c'est le parent? Le papa? Wow. C'est ça la question. Alors, avant que vous ne commenciez, Monsieur Marcel, si vous me permettez,
voilà, donc l'histoire a été racontée. Nous vous demandons, nous vous posons aussi la question. Il s'agit d'un parent qui a surpris son enfant avec une cigarette. Dans la fureur, il a voulu frapper l'enfant et il a poursuivi l'enfant. L'enfant, en s'enfuyant, est sorti de la maison et a été donc percuté par une voiture et ce qui le fit passer de vie à trépas. Wow. Du coup, aujourd'hui, on pose la question, à qui la faute? Est-ce le chauffeur? Est-ce l'enfant? Est-ce le parent qui a donc tué malheureusement ou qui est la cause du décès de son fils ou de son enfant? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons besoin d'avoir donc vos apports. Rapidement, commençons par vous, les amis. Monsieur Wanda, selon vous? Je suis touché par l'histoire parce Oui. que personne ne le souhaite pour tout un chacun de nous. À qui la faute, selon À vous? qui la faute? On ne saurait le dire parce que le tort est partagé entre les trois. Pour vous, le tort est partagé entre les trois? Oui. D'accord. Bachana? Oui, moi je dirais ni papa, ni le chauffeur, mais il faut voir l'âge de l'enfant d'abord. Si l'enfant est un peu, disons, s'il est au collège par exemple, la faute est à lui. Ok. Oui, S'il est beaucoup plus jeune, la faute n'est pas à lui. oui. Je suis vraiment, je n'aime pas leurs réponses, les deux réponses. Je n'aime pas ça. Je déteste ces deux réponses. Je suis désolé, je déteste ça. Ouais. C'est le parent, quoi. Moi, je ne cherche pas ça 2000 fois. C'est le parent ou rien. Par tous les ensembles possibles. C'est lui l'instigateur de tout ça. C'est lui qui était censé éduquer l'enfant. Si aujourd'hui, il a la cigarette en main, c'est lui qu'on accuse. Je suis désolé, on ne va pas accuser quelqu'un. Même on va dire l'enfant lui-même, il a... Non. C'est lui qui a couru. Il pouvait ne pas courir après l'enfant, non? Et maintenant, voilà, le mal après, moi j'accuse, après le chauffeur en deuxième position, l'enfant ne vient qu'en troisième position pour moi. Donc, le parent, c'est lui le gros coupable avec grand C. Un chauffeur aussi, forcément, qui lui aussi était dans une allure pas possible. Et donc, l'enfant viendra en troisième position, le pauvre, la victime de l'histoire, je dirais. Ok. Donc, Miss Light est d'accord avec M. Ataï. Monsieur Josué? Monsieur Elias a pris la chose depuis la base. Moi, je veux prendre les faits. Frapper l'enfant ne va rien changer sur le coup. Donc, je me dis qu'avec un peu de recul, avec un peu de réflexion, il aurait compris que ce n'est pas le fait d'aller le frapper qui va résoudre le problème, mais il fallait s'asseoir avec lui pour discuter. Et voilà ce que ça a amené, en fait. Ce réflexe-là d'à chaque fois vouloir punir, d'à chaque fois vouloir frapper, c'est ce qui a causé ça. Maintenant, imaginez qu'il parvenait à attraper l'enfant et qu'il le frappait sur le coup. Qu'est-ce que ça change, en vrai? Réellement, sur le coup, ça ne change rien. Donc, de base, c'est le parent. Pour vous aussi, le parent. C'est le parent. Monsieur Marcel? Non. Elle est d'accord, elle est du même avis que M. Ataï. C'est pourquoi on n'a pas fait Mais elle n'a de... pas parlé. C'est ce qu'elle a dit, elle dit qu'elle est du même avis que M. D'accord. Ataï. Ok. C'est pour dire la même chose. Je suis d'avis que c'est aux parents, en fait, la faute, la première faute, parce que on a toujours dit ici sur ce plateau, c'est le parent qui éduque l'enfant. C'est vrai que l'enfant va au dehors et reçoit une autre éducation qui ramène à la maison, mais quand tu vois que déjà ton enfant affiche un comportement que tu ne lui as pas instruit, il faut vraiment le faire asseoir et puis parler avec lui pour lui faire voir les tenants et aboutissants du comportement qu'il est en train d'afficher. Donc, c'était mieux de s'asseoir avec cet enfant-là et d'aller à la conclusion que de courir après lui. Quand même, sur le coup, en même temps, on ne saurait pas. Sur le coup, en même temps, c'est l'émotion qui était venue. Donc, bon, quand même, c'est fort, hein. Je peux aller? Oh, Monsieur Marcel. Tcham. Allez-y, tcham. Alors, quand vous avez une équation éducative à résoudre, c'est-à-dire un problème éducatif, vous avez ce problème en face à résoudre, il faut d'abord chercher la problématique que cela soulève. Ça soulève quelle problématique en réalité dans le domaine de l'éducation avant de se prononcer sur qui a fait quoi, pourquoi, comment.
La problématique, l'histoire ou le fait que nous avons relaté la pose, c'est la problématique de l'éducation formelle et de l'éducation informelle. Formelle, parce que l'enfant est un élève. Informel, c'est au niveau de la maison, de la famille. Vous serez peut-être surpris que je donne une réponse qui n'a rien à voir avec ce que tout le monde a dit. Alors, la réponse, c'est que ni le parent, ni l'enfant, ni le chauffeur n'est auteur de la mort de l'enfant. Hein? Oui. Eh, monsieur Marcel. Non, là, je vous lis des messages de téléspectateurs, alors. Oui, allez-y. D'accord. On a... Monsieur Marcel. Bonjour Nectar. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle temps évidemment imprévu. Nul n'est responsable de la mort de l'enfant. Le papa cherchait à corriger et non tuer. Il ne faut accuser personne, c'est justement un événement malheureux. De la part de Zaxon depuis Ouaga. Merci beaucoup. Bonjour, c'est monsieur Ibn Youssif. C'est le père qui est à l'origine de la mort de son enfant. Un père doit éduquer son fils. Quand il a vu, il devrait patienter. Après tout, interpeller l'enfant, l'interroger, puis le conseiller sur les méfaits du tabac. Il devrait même l'avertir, par exemple, en l'effrayant que s'il continue, il va l'emmener au commissariat ou à la gendarmerie. Bonjour à vous. Bonjour. À mon niveau, c'est le papa. Il est vrai que papa veut donner une meilleure éducation, mais pas de le poursuivre. Et pire, le papa est un N'allez pas à la fin, on a compris. Alors, bonjour la famille, je m'appelle Bonjour. Victor, depuis Arépé. Okay. Je suis contente de votre émission. La Merci. faute, c'est le papa parce qu'il doit entrer l'enfant à la maison, faire entrer l'enfant à la maison d'abord. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci, merci. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Togolais heureux et fier de l'être. Yes. Pour qu'un enfant emmène une baguette de cigarette à la maison, c'est qu'à un moment donné, les parents ont failli. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonne émission à merci. vous. Le message là, ça c'est compliqué. Ça parle de la... On va revenir sur les danses là tout à l'heure. Mais on voit un peu que beaucoup penchent sur la responsabilité du père. Que votre réponse, ben, elle brise tous les codes. Hein. Comme d'habitude. Le papa est ignorant. Voilà, en fait, comme je l'ai dit au début, hein, face à un fait éducatif, il faut voir la problématique que ça pose. Quand on prend les acteurs un à un, je commence par le parent. Okay. Le parent est victime lui-même d'une ignorance de ce qu'on appelle les méthodes d'éducation non violente. Ça veut dire qu'il n'a pas eu l'opportunité d'être formé sur comment on éduque un enfant, quel que soit l'acte posé par l'enfant, comment on éduque un enfant sans exercer forcément de la violence sur cet enfant. Et donc, quand le père ou le parent ignore ou n'a pas eu, comme je le dis, la chance ou l'opportunité d'apprendre cela, ne soyez pas surpris d'un tel acte qu'il pose. Deuxième chose, le parent non plus ne connaît pas ce que j'avais dit ici entre-temps, que tout acte qu'un enfant dans le processus de socialisation pose, il n'a pas encore commis une faute, mais il a posé un acte perfectible. C'est nous. Perfectible. Oui, perfectible. On l'a fait trois s'il est dit. Oh, il va glow, alors. C'est ça. Il a posé un acte perfectible, ça veut dire qu'il vous donne l'occasion ou l'opportunité de lui envoyer un paquet éducatif pour l'aider, comme il est dans le processus de socialisation, pour l'aider à faire mieux ce qu'il devait faire.
Mais si vous taxez l'acte posé par l'enfant immédiatement comme une faute, eh bien, ça veut dire que vous allez à la condamnation. Et donc, le parent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé directement à la condamnation. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'être formé. Supposons que c'est mon enfant, connaissant et étant formateur sur les méthodes d'éducation non violente, vous comprenez que je n'allais même pas toucher l'enfant. J'utiliserai une méthode pour engager une discussion avec l'enfant et autres. Vous voyez? Maintenant, on prend l'enfant. L'enfant vient d'une école où, d'abord, probablement, les sensibilisations n'ont pas touché l'école de provenance de cet enfant. C'est de regarder également dans les curricula de formation, surtout sur les cours, il y a certains cours de CM1, de SVT, pour voir les inconvénients de la consommation des drogues et des stupéfiants. Il faut aller interroger les curricula pour voir est-ce que l'école de provenance de l'enfant, est-ce que ça existe? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion d'être sensibilisés par les acteurs institutionnels et par les ONG qui sont engagés à accompagner le système éducatif dans la sensibilisation des élèves pour qu'ils évitent, que ce soit en période scolaire ou en congé comme actuellement ou en vacances, pour éviter de tomber dans les addictions aux stupéfiants, à la drogue, etc. Parce qu'à partir de la cigarette, il n'est pas loin de tomber directement dans la drogue. C'est une porte ouverte. Exactement. Donc, une part de responsabilité revient à l'institution de veiller véritablement à ce que les sensibilisations et les cours modulaires sur ces aspects qui détruisent notre jeunesse aujourd'hui, que cela figure effectivement et que ce soit bien enseigné avec des scénarios. Des scénarios, pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut qu'on interroge la méthodologie même d'enseignement de certaines thématiques d'éducation civique et morale. Il y a des enseignants qui ne se sont pas bien appropriés la bonne méthodologie d'enseignement. Ils s'arrêtent au niveau théorique. Je vais faire un cours, par exemple, sur la drogue. OK. Maintenant, il faut que j'ai... Est-ce qu'on a remis à l'enseignant le manuel de l'enseignant pour l'enseignement de la chose? Parce qu'il y a le document et il y a le manuel de l'enseignant. Vous voyez, non? Okay. Alors, là-dedans, est-ce qu'il s'est limité à la théorie pour donner la typologie des drogues, des stupéfiants? Et est-ce qu'il est allé à la scénarisation? La scénarisation, c'est qu'il crée une situation où l'enfant est dans le besoin ou tenté plutôt de toucher à la drogue. Quelle sera sa réaction au vu de ce qu'il a pris? Un petit sketch Un petit sketch. Les enfants apprennent mieux par les sketchs que par la théorie. Wow. Si vous voulez faire asseoir certaines valeurs dans la vie des enfants, eh bien, il faut qu'ils vivent la chose. Vous voyez, non? Très bien. Maintenant, on tombe sur le chauffeur. Le chauffeur, je suis chauffeur, je suis à 60 à l'heure et subitement, je me retrouve dans une situation où je ne peux pas éviter. Je fais quoi? C'était pas possible. Et donc, c'est pour ça que je donne moi ma position ou ma réponse dans laquelle, au vu de l'analyse que je viens de faire, le parent est victime. L'enfant lui-même, il est victime des manquements probablement de l'école aussi. Et victime des manquements aussi des parents. Et donc, voilà un peu moi ma réponse. Alors, il y a... Oui, Non, ok. Un message qui est venu, je vais taire certains détails, mais la personne dit d'un village vertueux, voilà, je vais juste dire ça comme ça, où l'instituteur, c'est lui qui envoie l'enfant pour lui acheter la cigarette. À nos jours, là, quel est le manquement? Le manquement, c'est au niveau... Parce que quand l'enfant va, l'enfant t'allume ça pour te ramener, il va tirer quelques bouchées. L'enfant, quel que soit son âge, apprend par l'exemple. Que ce soit vis-à-vis dans le système formel avec son enseignant ou dans le système informel avec le parent à la maison, il apprend par l'exemple. Ça veut dire quoi? Quand il est allé acheter la cigarette, si l'enseignant prend la cigarette, ça veut dire que c'est une bonne chose. Donc, il peut être tenté, il prend
dans un premier temps, il ne sentira aucun effet. Mais dès qu'il va tomber dans l'addiction, il ne peut pas s'en passer. Et finalement, l'enseignant a indirectement initié l'enfant à prendre la cigarette. Et donc, c'est pour ça qu'on demande aujourd'hui à nos enseignants de ne pas seulement se contenter de dispenser des cours, mais dans leur attitude, dans leur comportement, eh bien, il faut qu'ils soient des modèles inspirants pour les enfants. C'est une méthode d'enseignement aussi. Je pense que la question de madame soulève un autre problème, en fait. Moi, quand j'ai fréquenté là-bas, de l'autre côté, au nord du pays, plutôt, je voulais dire, il y a des enseignants qui nous demandaient d'aller à la maison, remplir leur jarre. Ils nous demandaient de faire ce genre de besogne-là. Donc, finalement, est-ce que ça ne soulève pas un problème par rapport à la cigarette? Est-ce que l'enseignant est censé faire ça, un élève, demander à un élève de faire ça? Non, les tâches domestiques que les enseignants confient aux élèves diffèrent de l'achat d'une drogue. Bien sûr, oui, c'est vrai. Quand je demande à l'enfant d'aller m'aider une fois en passant à remplir ma jarre, etc., mais ça n'a aucun inconvénient. Contrairement, si vous mettez ça dans disons, dans le dispositif éducatif, vous devez lui montrer à l'enfant que ça, lui-même, il doit apprendre à travailler, à servir les gens et à aider aussi les parents par les travaux domestiques. C'est en cela que l'éducation au niveau de l'école ne se limite pas seulement aux matières, mais aussi à certaines tâches qu'on confie aux enfants. Mais en leur confiant ces tâches-là, il faut bien leur expliquer la valeur éducative de ces tâches-là que vous confiez aux enfants. Si vous ne leur expliquez pas la valeur éducative, l'enfant va interpréter ça d'abord comme une corvée. Oui, bien sûr. Il va interpréter ça comme une corvée. Et aujourd'hui, il va interpréter ça comme quoi? Comme un abus et un travail des enfants. On ne m'a pas envoyé à l'école pour venir faire le travail de l'enseignant, pour venir faire. On m'a envoyé à l'école juste pour venir. Mais le parent aussi, on doit leur expliquer. On ne demande pas que chaque fois, il faut demander à l'enfant d'aller faire ceci une fois en passant, mais lui expliquer que ça a une valeur éducative. Il faut apprendre à servir, à se rendre utile. Oui, il faut pas seulement vos parents, mais tu peux te retrouver dans une situation où c'est ça que tu dois faire pour manger demain. Mais quand c'est tout le temps. Non, c'est là où c'est mauvais. Parce qu'on nous envoyait au champ. Hein? C'est là où c'est mauvais. Non. C'est pas normal. Ah voilà, tu vas blâmer là. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. Vous allez dans les villages, je vous dis que même ça continue dans certaines localités. Oui. Ça continue dans certaines localités. Et les enseignants prennent ça des fois. Mais attends, je vous donne un exemple. Une année, un directeur régional, le directeur régional, il gère plusieurs préfectures. Oui. Et un vendredi matin, il allait en visite dans une autre préfecture. Il fait un arrêt dans une école au bord de la route. L'école est fermée le vendredi matin. Et il s'arrête, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? On lui fait comprendre que l'enseignant a libéré les enfants pour aller travailler dans son champ. Et il a appelé l'inspecteur est venu rapidement. On a produit un rapport, on a envoyé à qui de droit. Le même jour, l'enseignant a été non seulement affecté, mais il était directeur, c'est le directeur qui a fait ça. Non seulement il était affecté, mais il a été dégradé. Il n'est plus enseignant, il n'est plus directeur, mais il devient enseignant dans une autre localité. C'est la sanction qu'on lui a imposée pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas prendre le temps d'enseignement, d'apprentissage pour ses besoins personnels. Il a exploité en fait les enfants. Voilà. Donc, ça rentre dans l'exploitation. C'est cela. Monsieur Josué? Oui, en fait, ma question, elle était au niveau de... Quand on était en train de situer les responsabilités, je me suis posé la question, suite à votre intervention, je me suis demandé, ceux qui vendent et ceux qui vendent, quelle est leur part de responsabilité dans cette histoire? Parce enfants qui vendent quoi? Non, oui, ceux qui vendent des cigarettes. Quand un enfant vient vers vous et que vous voyez que la personne n'est pas majeure et tout, quel devrait être leur comportement de base? Si la personne est sensibilisée, elle peut, donc le client en question, peut par juste curiosité demander à l'enfant qui t'a envoyé. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Pas curiosité, mais
il n'a pas le droit même de poser la question parce que lui, cherche de l'argent. Il a une marchandise, il veut écouler la marchandise, il a un client. Voilà. Et il sait que de temps en temps, il y a certains parents ou des adultes qui envoient les enfants acheter ceci. Et donc, là, leur responsabilité n'est pas... Mais c'est bien que pour contribuer à sensibiliser les élèves ou les jeunes, eh bien, quand ils viennent acheter, il faut qu'ils profitent de cette occasion-là pour les sensibiliser, leur dire que de ne pas prendre parce que ça, ce n'est pas bon pour les jeunes parce que ça va vous entraîner dans tel. Ils peuvent aussi le faire. Mais avant qu'ils le fassent, il faut qu'ils soient sensibilisés. Mais s'ils ne sont pas sensibilisés, ça ne va pas... Rien ne les oblige de toute façon à le faire. Sous d'autres cieux, en tout cas, vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas majeur, entrer dans un tabac et acheter la cigarette. Non. C'est écrit même, et affiché en fait. Même l'alcool et tout ça. Oui, je pense voilà, qu'il y a un âge. Il y a des pays où vraiment il y a des restrictions. C'est ces restrictions qui font défaut, nous, dans notre pays. Vous allez dans des coins aujourd'hui, il y a l'alcool. Non, laisse-le, l'alcool à vil prix, là, 50 francs. Ah oui. Ça décime les jeunes dans nos villages, pas possible. Dans tous les villages du Togo, je dis bien. Ah oui? Tous les villages du Togo. Ils prennent ça et ça brûle leurs organes. Ça réduit drastiquement leur espérance de vie. Quelqu'un qui devait faire peut-être 80 ans ou bien 100 ans avant de mourir, à 32 ans, il est flétri comme un arbre desséché. Et c'est ce qui est en train de se passer dans nos villages, ce qui interpelle en tout cas les responsables locaux, les communes et autres là, pour vraiment mettre ça dans le plan de développement communaux, d'aller véritablement à la sensibilisation, pas seulement des jeunes, mais ceux qui vendent ces produits. Ah oui. Alors, en anthropologie, on parle de jugement de valeur, jugement de réalité. Vous avez tantôt, on a parlé des jugements de réalité qui se situent à décrire l'histoire ou bien les faits de ce qui s'est passé. Et maintenant, attaquons les jugements de valeur. Nous savons que dans les jugements de valeur, il y a plusieurs points qui sont situés là-bas. Et vous avez parlé des méthodes d'éducation non violente. Et on sait que dans l'éducation, tout le monde a eu une certaine éducation à son niveau. Et le parent de l'enfant a eu une éducation qui ne lui permet pas d'accepter ces comportements de l'enfant. Et maintenant, pour le moment, on ne sait pas si c'est la première fois où l'enfant a pris cette cigarette. C'est un récidiviste. Oui, ou bien on lui a refusé cela plusieurs fois. Fait et le parent a été sous le coup de l'émotion et a agi ainsi. Et maintenant, si situons cela dans le cas où on a refusé à l'enfant de le faire ou bien d'être récidiviste comme on le constate, comment est-ce que le parent doit agir en ce moment? Parce que on ne peut pas seulement aussi rester dans ce postulat d'éducation non violente. À un moment, même la Bible dit d'employer la verge, que ça corrige l'enfant. La parole dit que la verge ne s'éloigne point de l'enfant, monsieur Marcel. Vous m'avez volé ma prochaine question. C'était, comment ça? Éducation non violente, mais question violente. Continue. Réponse paisible. Alors, Madame Aïcha a dit que la verge ne s'éloigne point de l'enfant. Parce que ça corrige l'enfant. Ça sort l'enfant de la folie. Et parce que fumer la cigarette, en quelque sorte, c'est la folie. C'est ce qui est dit dans la parole. La parole n'a pas dit aussi ça. Comment est-ce que le parent devait faire pour pouvoir maintenant enlever cette folie-là de la tête de l'enfant? Cette folie à venir. Quand il a agi de cette façon, selon la parole, que la verge ne s'éloigne pas. Quelle est la conséquence? C'est l'enfant qui s'est éloigné finalement. La mort ne s'est pas éloignée de l'enfant. La mort ne s'est pas éloignée de l'enfant. Donc, il faut agir comment? Par anticipation. Agir par anticipation, c'est d'apprendre les techniques ou les approches de résolution des problèmes des enfants. Quand un enfant pose un acte, quelle est l'approche que je vais utiliser? C'est de l'art. Et c'est les spécialistes qui doivent former les parents sur comment on procède. S'il n'est pas formé, eh bien, il va agir par émotion
Et finalement, quelquefois, les conséquences sont dramatiques. Et c'est le cas de figure que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Vous voyez? Maintenant, quand Aïcha nous dit dans la Bible, oui, que la veille ne s'éloigne pas, ça ne veut pas dire qu'à chaque acte posé par l'enfant, On a dit ne s'éloigne. oui, ne s'éloigne pas, ne signifie pas Toujours à qu'à chaque côté. acte, il faut prendre la verge. Non. La verge est comme la peur du gendarme. Oui, N'est-ce pas? oui, exactement. Voilà. L'enfant sait que si on utilise ça, il va sentir une douleur. Et donc, on va juste le faire peur. La preuve, vous allez dans certaines classes, ou dans la plupart des classes, il y a le bâton sur la table, mais ça ne veut pas dire que chaque fois que l'enfant ou un enfant fait quelque chose dans la classe, on prend le bâton pour le chicoter. Non, 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 non. On lui apprend d'abord les méthodes d'éducation non violente. On lui apprend d'abord comment il doit se prendre pour éviter que, eh bien, des sanctions. Voilà. Exactement. Okay. Donc, c'est la verge en question, c'est le dernier recours au cas où. Mais soyez sûr, si vous utilisez très bien la méthode, eh bien, la verge sera à côté, mais la verge ne touchera jamais l'enfant parce que vous avez utilisé une bonne méthode et l'enfant a compris. Vous voyez, peut-être que le cas de figure là, peut-être que l'enfant est tombé dans l'addiction et il faut utiliser une autre méthode pour le sortir de l'addiction. Quelle serait cette méthode donc? Ah, comme c'est la drogue, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de chercher à comprendre. Peut-être que le parent a été surpris. Il ne s'attendait pas que son enfant puisse arriver à ce stade-là. Comme il est déjà arrivé à ce stade, lui-même, ça veut dire qu'il a manqué de vigilance, de surveillance. Dans ce que nous avons dit ici, que tout parent doit faire quoi? Doit avoir un réseau informel d'information sur l'enfant. Nous l'avons dit ici. Oui, exactement. Le parent en question n'a pas un réseau informel d'information sur cet enfant. Il n'a pas. Il n'a pas. Parce que s'il l'avait, il saurait le réseau de relations de l'enfant. Il saurait avec qui l'enfant collabore. Quand il sort de l'école, il va où et autres. Et puis, il aurait des informations pour arrêter, disons, ce qui est arrivé finalement. Et les discussions, l'affection qu'on donne à l'enfant et autres, tout cela permettront d'amener l'enfant à ne pas tomber dans cette addiction-là. Peut-être que c'est la première fois que l'enfant, il s'est dit, il va essayer. Peut-être. Je suppose. On peut mettre des hypothèses. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est véritablement qu'il est tombé dans l'addiction et c'est la première fois que le parent l'a surpris aussi. Ça aussi peut-être. Donc, pour résoudre le problème, il faut qu'on prenne, on mette les hypothèses, qu'on interroge les hypothèses et finalement, les résultats des hypothèses nous permettront de savoir quelle est l'approche, quelle est la solution à apporter au niveau du parent. Alors, on en a des messages. Bonjour Nectar. Bonjour. La faute ne revient à personne. Preuve, élève, 2 points. L'usage des substances psychoactives n'est toujours pas dû au manque d'éducation ou de sensibilisation. Ça peut être psychologique. Parents, 2 points. Normalement, il doit y avoir les tirets. Parents, 2 points. Personne ne sait comment l'enfant a réagi quand le père lui a reproché. Peut-être qu'il a tenté de lever la main sur le parent. Situation compliquée, qui court pour sauver sa vie. Cette personne va contrôler la circulation avant de couper la route? Jamais. Même si le véhicule était garé, l'enfant pouvait venir lui-même cogner le véhicule. En résumé, le malheur commence toujours quelque part et en cas de décès, n'attribuons la faute à qui que ce soit. Monsieur Kolani. Monsieur Kolani, depuis Agoué. Ça, c'est le fou. Agoué. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Est-ce que vous savez que vous êtes une substance non nocive pour nous? Donc, ne courez pas pour traverser pour dire je m'en vais sur Nectar. Marchez doucement avec la méthode d'éducation non violente pour aller sur Nectar si vous êtes en retard à 6h30. On va venir appeler M. Marcel pour dire à qui la faute. On va venir dire que c'est Aïcha, Elias, Wanda, Lighter, Josué. On dira surtout Aïcha. Alors donc, moi, ma question. J'ai déjà envoyé mon témoignage, mais M. Marcel n'était pas là, donc je voudrais que vous puissiez interagir avec moi sur la méthode d'éducation non violente. Que faut-il...
désolée, que faut-il faire lorsque vous apprenez que votre fille a hébergé pendant tout un week-end un garçon dans sa chambre sans que vous ne le sachiez? Quel est le genre de méthode qu'il faut faire par rapport à la fille, au garçon et aux parents du garçon? Non, je crois que si lui-même il a suivi certains des numéros où vous m'avez invité, nous avons parlé des méthodes d'éducation non violente. Il y a plusieurs méthodes. Et nous avons dit que la méthode qui surpasse ou bien qui est au-dessus de toutes les méthodes, c'est la communication entre le parent et l'enfant, quelle que soit la faute commise. Monsieur Marcel. Tout part de là. Non, tout part de là. C'est-à-dire, l'élément déclencheur pour résoudre le problème, c'est de partir de là. Vous ne pouvez pas tout de suite... Monsieur Marcel. Mais... Light, tu es dans la chambre, c'est maman, Jean. Et puis, voilà Light. Et vous découvrez Josué là-bas. Et puis là, je fais... Et là, je fais... Habillez-vous, venez me voir au salon, on va discuter. Cher ami, mais mon cher garçon, venez. Non, mais c'est difficile en tant que... Monsieur, je vous dis que Marcel, si vous agissez comme ça, non, tel que vous dites là, tel que vous dites là, eux-mêmes vont avoir tellement peur parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Voilà ce qui les attend. Est-ce que vous lisez mon nom? Exactement. Oui. Exactement. Je vous dis. Même psychologie aussi ne s'y attendait pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Elle a partagé le jour où je déclinais les méthodes du concept. Elle a partagé son expérience. Voilà, que papa l'a surpris avec une lettre d'amour. Et papa a utilisé une méthode d'extinction. Et donc, la méthode consistait à ne même plus lui adresser la parole. Elle-même, elle se disait, ça va, ça là. Elle est allée se confier à maman. Et maman lui a dit, tu te lèves très tôt pour aller t'ajurer devant papa. Et c'est comme ça que le problème a été résolu. Donc, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre les méthodes d'éducation non violente. C'est pour ça que j'ai partagé même le document. Je crois que, je ne sais pas si j'ai partagé le document avec vous. Mais quel que soit le problème éducatif, tout a été déjà mis au laboratoire et les solutions existent. Maintenant, l'équation, est-ce que les gens sont prêts à aller apprendre? Est-ce que les gens sont prêts à lire les documents pour s'approprier les méthodes et les expérimenter? C'est parce qu'il faut les expérimenter. Quand tu les expérimentes, devant une situation, tu sais laquelle des méthodes s'adapte à la résolution de tel problème. Alors, bonjour l'équipe Nectar. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Super bien. Monsieur Marcel, j'espère que vous êtes chrétien. La Bible dit, nous devons pardonner 70 fois, 7 fois. Mais lorsque tu utilises la méthode de communication avec ton enfant et que l'enfant va crescendo au niveau de l'erreur ou de la bêtise, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Parce que j'ai l'impression que mon fils me voit comme un faible, quoi. Donc, combien de fois faut-il... Non, ce n'est pas de lui pardonner en tant que tel. C'est-à-dire que c'est de ne pas tout de suite utiliser la méthode violente pour résoudre le problème. Patience. Oui, la patience. Vous engagez d'abord la discussion pour comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, est-ce que c'est... Quand on nous a appris à l'école les causes de la Première et Deuxième Guerre mondiale, on a dit les causes lointaines, les causes directes, non? Oui. Voilà. Si tu ne prends pas patience, tu ne discutes pas pour chercher les informations autour du problème, pour voir quelles sont les causes lointaines et les causes... Voilà. Mais comment tu peux résoudre le problème en touchant la racine du problème? C'est de ça qu'il est la question. Donc, ce n'est pas de pardonner tout de suite l'enfant, non. C'est d'engager d'abord la discussion et ça te permettra de prendre la décision. La décision peut être maintenant l'ascension. L'ascension, là, c'est quand même un peu de... Ça dépendra de l'engagement que tu amènes l'enfant à prendre à ne plus poser cet acte. Au cas où. Parce que vous voyez, pour sanctionner quelqu'un, il y a des procédures, quoi. Oui. Il y a des étapes. Il y a ce qu'on appelle l'avertissement. Il y a ceci. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas sauter toutes ces étapes et aller tout de suite. Parce que l'enfant, quel que soit, l'enfant est dans le processus de socialisation. N'oublions pas ça.
il est dans le processus de socialisation. Donc, ça veut dire qu'il a droit à l'erreur. C'est pour ça que nous avons développé ici le statut pédagogique de l'erreur et de la faute. Oui. Je veux, il est choqué. Nous, c'est notre habitude. Dès que monsieur Vous Marcel êtes rodé, quoi. on prend. Ok. Le statut. Donc, il faut lire les documents des résultats des recherches en sciences éducatives, en sciences de l'éducation par les spécialistes qui ont fait rentrer tout cas de figure d'éducation au laboratoire. On a sorti les solutions. Les solutions existent. Les gens ne sont pas prêts, mais ils sont prêts à aller dépenser de l'argent pour acheter quelque chose de matériel. Alors, comme les gens n'ont pas compris que c'est avec l'immatériel qu'on achète le matériel, comme les gens n'ont pas compris que C'est fort. C'est avec l'immatériel oui, qu'on achète le matériel. C'est avec la connaissance. Oui. Connaissance actualisée. Hein. Oui. Parce que si ta connaissance est dépassée, Monsieur Marcel. Obsolète. La connaissance est obsolète. Ouais. obsolète. Ceux qui posent ces genres d'actes-là, mais leur connaissance c'est obsolète. C'est pour ça on parle de plusieurs catégories de parents. Voilà. Alors, les adeptes de l'éducation traditionnelle, Marcel, les adeptes de l'éducation moderne, tout ça là. On a un cas de figure ici, un peu compliqué, qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Votre émission, il faut la bisser, la revisser, s'il vous plaît. De toute façon, vous avez donc Monsieur Marcel que vous pouvez suivre. On reviendra dessus tout à l'heure. Que faire lorsque vous êtes des parents séparés? Ne vous entendons pas, mais que chacun donne une éducation. Quelqu'un dans la communication et quelqu'un n'est que dans les cris et les coups de bâton. Non, ils doivent comprendre, hein. Ils doivent comprendre que le problème qui les a séparés ne doit pas affecter l'enfant parce que ils ont une responsabilité commune vis-à-vis de la réussite de l'enfant. Vous voyez, c'est comme en politique, quand vous comparez certains pays, dès qu'un problème de la nation est en jeu, vous faites taire vos égaux. Vous voyez, non? Oui, oui. C'est la même chose. Il faut ramener ça en famille. C'est la même chose. Mais il y a, comment ça s'appelle, une mésentente entre les partis politiques dans un pays. Et un problème national se pose. Vous allez encore mettre au devant vos querelles ou bien vous allez défendre la nation d'abord. On défend la nation d'abord. Mais c'est ça. Mais c'est de ça qu'il est question. Donc, par rapport à l'éducation des enfants, si vous êtes séparés, ok, on ne sait pas quelles sont les causes de votre séparation, mais à partir du moment où vous avez un enfant, vous avez la responsabilité, vous deux, de vous entendre sur l'essentiel qui va permettre à cet enfant de réussir et non qui tombe dans la rue. Si jamais l'éducation de cet enfant est ratée, vous deux, vous allez porter la responsabilité. Et je vous dis que si cet enfant ne rencontre pas ce qu'on appelle un témoin secourable, il va vous faire la misère s'il se rend compte que c'est de votre faute qu'il est devenu rien dans la société. C'est de votre faute qu'il n'a pas réussi. C'est de votre faute qu'il est devenu un délinquant. S'il se rend compte, je vous dis que si vous disparaissez de la vie, c'est mieux que vous soyez en vie parce que cet enfant là va vous faire la misère. Non, je vous dis la vérité. Ça vous fait peur là. Si l'enfant là se rend compte, il réagit comme un révolté, par exemple. Et il est tombé dans l'addiction à la drogue, il est devenu un brigand, mais vous là, vous n'existez plus. Vous n'existez plus. Il vaut mieux que vous fuyiez le pays là où l'enfant là est. Donc, vous devez faire tout pour que votre séparation n'affecte pas l'éducation de l'enfant. Donc, vous devez vous entendre sur l'essentiel. Impératif. Catégorique d'ailleurs même. Ça va pas être facile, hein, monsieur. Ça va pas être facile. Ah, c'est pour ça qu'il faut se faire assister par des psychologues, des sociologues, des spécialistes de l'éducation. Ah oui, c'est vers là qu'on doit tendre. Okay. Si vous ne tendez pas vers là, mais je suis désolé, vous allez récolter les conséquences, c'est tout. Les gens qui ne sont pas capables de s'entendre, ils se sont séparés. Ah. Et maintenant, ils vont s'attendre en fait sur l'éducation. Ils doivent s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'éducation de l'enfant. Parce que eux-mêmes, leur sécurité dépend de la réussite de l'enfant. Si l'enfant ne réussit pas, ils ne sont pas en sécurité. C'est clair. Wow. Bonjour. Bonjour. Les boissons alcoolisées vendues dans les villages à 50 francs correspondent aux boissons fortes. Oui.
rhum, whisky, etc., mis en sachet partout à 200 Mais francs. plus toxique parce que le rhum est distillé. Ce drogue dont on parle n'est pas distillé. Et dès qu'un jeune prend, ça commence par... On les appelle les tueurs silencieux. Oui. C'est des tueurs silencieux. Allez dans les villages, de tous les villages du Togo. Je vous dis la vérité. Nous, on sait le pays, je sais de quoi je parle. Mais on a enterré des jeunes qui sont des valeurs, qui devaient prendre, qui devaient vraiment travailler pour eux-mêmes, pour les familles, pour la nation. Même on les enterre tous les jours hein, dans les villages de nos préfectures. Vous parlez de ces boissons sachets là. Oui, non, Oui, 50 oui. francs, 50 francs. Alors, il dit... Quand vous prenez ça, vous mettez et vous mettez une amulette, ça brûle, vous savez ça? Oui, ça brûle. C'est la même chose, c'est le même système qui se passe dans l'organisme quand vous prenez cet alcool. Je crois que c'est de l'éthanol. Hein. Bon, Oui, on va non, pas... de l'éthanol. Voilà, oui. Alors, donc, il dit, alors avant les whiskies, c'était les grandes personnalités qui pouvaient avoir accès à ces boissons. Mais aujourd'hui, c'est un problème crucial. Quelles sont les solutions qu'on peut trouver? Non, les solutions sont en train d'être trouvées, mais disons, le dispositif n'est pas suffisamment sécurisé. Pourquoi? Parce que il y a que le ministère, je crois, du commerce fait souvent le tour, mais c'est vers la fin d'année pour voir les boissons frelatées, etc. Pourquoi c'est vers la fin de l'année? Vers la fin de l'année. Parce que Non, soyez sérieux. la partie le moment où beaucoup de gens Non, vous ne laissez pas les gens tomber dans l'addiction, dans l'habitude de prendre cette drogue-là avec les moyens de les contourner. Ce n'est pas en ce moment qu'il faut les... S'ils savent que c'est en cette période, ok, en cette période-là, on ne va pas exposer les produits. Ils savent où ils vont aller les acheter. Ils savent où ils vont aller acheter ça. Donc, c'est de mettre vraiment un dispositif de maillage qui sera tel qu'on peut les traquer partout et à tout moment, pas seulement en période de fête. Ah, mais c'est ça. Oui. Mais oui, non. Ouais, je vous dis. Ouais, par contre, ça. Ouais, j'ai remarqué ça en fait les matins. Surtout quand il fait frais. Oh. C'est-à-dire la dernière fois, il y a eu la pluie. Oh, moi, moi, évidemment, et pas tous les matins, les gars ils sont en forme. Hein. Et il faut sensibiliser ceux qui vendent. C'est-à-dire qui comprennent qu'ils contribuent à la destruction de la jeunesse, quoi. Ceux qui vendent. Ouais, monsieur, voilà, parce qu'on ne peut pas faire le gendarme derrière les vendeurs aussi. Est-ce qu'on peut mettre les policiers et les gendarmes tout le temps, partout? C'est pas possible. C'est de sensibiliser les gens à travers les médias, à travers les regroupements, à travers les organisations pour que chacun prenne en compte vraiment cette préoccupation très, très importante. Parce que si véritablement on laisse la jeunesse, une bonne part de la jeunesse tomber dans ces addictions, finalement, c'est le pays qui perd, quoi. Qui perd des forces vives qui doivent travailler pour le développement du pays. Alors, vous avez une question que je vais vous poser. Bonjour. Bonjour. Le fait d'affamer un enfant fait-il partie des punitions non violentes? Non violentes. Ça s'appelle une violence économique. Violence économique? Oui, dans la typologie des violences, il y a les violences physiques. Quand tu fais une bêtise, on te punit, tu ne manges pas. C'est une violence économique? C'est une violence économique. Dans la typologie des violences que subissent les enfants, il y a la violence physique. Vous l'avez tapé. Il y a les cyberviolences. Vous avez utilisé son image. Vous avez utilisé son image à des fins qu'il ne faut pas. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même pour exploiter ou utiliser l'image d'un enfant, il faut signer un engagement. Oui, oui. Il faut signer un engagement. Il y a un papier d'engagement que vous devez signer. Normalement. Que vous voulez exploiter cette image-là pour t'intéresser. Sinon, c'est de la violence et l'enfant peut vous poursuivre à tout moment. Maintenant, quand vous privez l'enfant de la nourriture, c'est un droit fondamental que tu ne dois pas utiliser contre l'enfant. Et donc, c'est ça qu'on appelle la violence économique. Tu ne lui donnes pas à manger ou bien tu ne lui donnes pas, disons, son argent du matin. C'est une violence. Ce n'est pas la bonne méthode d'éducation. C'est cela. Donc, donc, ceux qui sont dans ce besoin, on doit leur administrer un module, la formation sur les méthodes d'éducation non violente et ils comprendront que, véritablement, ils ont des alternatives. Ils ont des méthodes de contournement pour éviter que cet enfant que tu prives de nourriture, eh bien, il va aller voler. Et s'il va voler, c'est toi qui es responsable du vol dans lequel l'enfant est tombé parce qu'il ne volait pas. Il est dans le besoin, il est allé voler. C'est toi qui l'as poussé au vol. Ouais. Moi, je me rappelle, il y a ma grand-mère qui elle était vraiment contre ça. Hein. Le fait de punir l'enfant par le fait de ne pas lui donner à manger. D'accord.
Alors, bonjour Oui, oui, Ricard. c'est vrai. Bonjour. Comment vous portez? Moi, je vous suis depuis le Bénin. Tout ce que vous dites est très pertinent puisque l'éducation de nos enfants dépend des enseignants et des Des parents. patrons d'entreprise. Oui, des patrons d'atelier. Ah, ok. Mhm. Et il y a des enfants non scolarisés qui sont des apprentis. Mhm. J'aimerais que vous puissiez vous exprimer en langue mina pour vous faire comprendre aussi. Monsieur Jean-Jacques Acquesson depuis le 229. Merci beaucoup à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Mon enfant, lorsque je le punis, je lui donne le sandwich et la nourriture pour partir, mais ensuite il vient voler l'argent. Est-ce que c'est moi qui le punis mal ou alors est-ce que quelque chose ne fonctionne pas bien? Parce que ma main... Merci. Non, c'est vous. Alors la personne dit, ma main me gratte comme celle souvent de Aïcha. Écoutez, c'est lui qui le punit mal. C'est lui qui le sanctionne mal. Il faut qu'il corrige. C'est-à-dire qu'en matière d'éducation, quand vous punissez, vous n'aidez pas l'enfant dans son processus de socialisation. On parle de sanction. La sanction est corrective alors que la punition est destructrice. La sanction est corrective. Alors que la punition est destructrice. L'intention de la punition, c'est de détruire la personne. Quand tu le blesses, par exemple, c'est une punition. Tu as blessé l'enfant, il va laisser une trace, ou bien même ça peut le rendre handicapé. Ça peut dégénérer. Selon la blessure voilà. Vous voyez? Donc l'intention, c'est de faire mal. C'est pour ça, en éducation, on parle de sanction parce que c'est correctif. Il va sentir une douleur, c'est vrai, mais il tirera leçon que c'est pour cela, c'est pour telle chose qu'on te demande de faire autrement, même si tu sens la douleur pour quelques minutes là. Quand on te demande de copier 20 fois, au moment où d'autres s'amusent, toi tu es là pour copier. Donc tu n'as pas droit au divertissement pendant un temps. C'est ça. C'est une sanction. Ce n'est pas une punition. C'est cela. Mais donc, du coup, le fait de ne pas le laisser affamer, de lui faire à manger, tu dois lui donner à manger. Non, elle dit, oui. Il ou elle. Et après, l'enfant vient voler de l'argent, c'est ça, non? Oui, c'est-à-dire qu'on lui donne, on lui donne il faut que les parents instituent ce qu'on appelle l'éducation aux valeurs en famille. C'est une séance d'échange avec l'enfant une fois par mois, ça dépend de la fréquence. Ou bien une fois par semaine, une fois par mois, sur un problème sérieux auquel l'enfant est confronté ou un acte antisocial que l'enfant pose. Vous voyez? Et vous mettez ça sur le tapis pour échanger, discuter, revenir là-dessus plusieurs fois et arracher à l'enfant l'engagement de ne plus faire ceci, de ne plus faire. Et que vous lui trouvez des substitutions. Okay. Donc, l'éducation aux valeurs en famille, c'est quelque chose de fondamental. Si les parents n'instituent pas cela, il faut pas qu'ils soient surpris de ce qu'ils vont constater au niveau des enfants. Quelquefois, c'est le déficit de communication qui amène l'enfant à penser qu'il peut se permettre ceci ou cela. Voilà. Le parent est distant, il est absent, il ne satisfait pas aux besoins minimum de l'enfant. Eh bien, l'enfant va aller chercher ailleurs. Alors, bonjour le plateau. Vous trouvez le document de sensibilisation pour... Ah, oui. C'est la seule, j'avais deux questions pour M. Marcel. C'est la seconde question qu'il a dit. Ben voilà, donc, vous trouvez le document de sensibilisation. Et un autre message, est-il bon d'utiliser, bonjour le panel, est-il bon d'utiliser le bâton au moment où nous faisons apprendre nos enfants? Je connais un parent qui tape son enfant pendant qu'il est dans ses leçons. Je précise que l'enfant fait le CE1. Il y a un article du code de l'enfant qui va le frapper. Si l'enfant va se plaindre là. Chez nous ici au Togo, oui, il y a un code. Ok, je vais vous envoyer le code de l'enfant avec les articles auxquels, qui exposent les parents qui violent ces articles. Parce que si l'homme de justice n'attend que la plainte. S'il a la plainte, moi, mon propre enfant, je lui apprends ta leçon et puis je le tape et puis on va me condamner. Est-ce que tu as besoin de le taper avant? C'est que tu ne sais pas comment le prendre pour qu'il apprenne.
Ça y est, quand nous disons taper, ça y est, quand vous tapez... La preuve, les tcham-tcham-tcham à la fin de la chanson. Non, il y a tapé dans taper. Hein. C'est vrai. Quand vous tapez l'enfant, vous le blessez là. C'est ça c'est C'est grave. c'est de se taper la compas de la punition. Mais les petits... Ah, les petits pincements là, bon, ça là, c'est gérable. Ah, enfin! C'est là où le bateau, ce qu'on a dit dans la Bible, que le bateau ne doit pas s'éloigner, la baie ne doit pas s'éloigner là. Il faut que la baie soit là. Oui, oui, parce que c'est la peur des gendarmes que les enfants ou toute personne va faire que tu vas respecter la loi. Il faut que la baie soit là, qui comprenne ce que la baie fait dans le corps d'une personne là. Et comme ça, dès que tu lui donnes les consignes, il va comprendre qu'il doit prendre ses dispositions pour ne pas. C'est cela. On termine avec vous, la question. Oui, donc supposons qu'une personne était dans l'ancienne perspective de la chose et qu'elle tombe sur vos interventions et tout. Est-ce qu'il y a une transition typique à observer avant de changer de méthode de fonctionnement avec l'enfant? Parce qu'à tout moment, l'enfant peut tout de suite prendre ça de travers, se dire que bon, maintenant papa il n'est plus du club et puis c'est un laisser-aller qui s'installe. Est-ce qu'il y a une transition typique? Voilà, d'abord, l'éducation non violente n'est pas synonyme de laisser-aller. Ça, c'est clair, ça doit être clair pour l'enfant et clair aussi pour les parents. C'est pas synonyme de laisser-aller. Non. C'est une méthode qui amène à la responsabilisation. Vous voyez? Et donc, la transition, c'est quoi? C'est d'être en contact avec des spécialistes, de disposer des documents dans lesquels il y a les solutions applicables. Des solutions applicables tout de suite. Oui. Dans la pratique. Oui, bien sûr, c'est pratique. Hein? Et donc, on va t'inviter à des formations presque gratuites, que ce soit en ligne ou bien par WhatsApp, si on y a le contact. Tu poses le problème, moi je te donne la réponse. Voilà. Bon, bientôt même, si peut-être à Dieu, on va créer un cabinet d'éducation. Oh, monsieur Marcel! Alors, il est important de préciser que moi, en tant qu'assistante personnelle de monsieur Marcel, nous reviendrons pour vous annoncer. Tu voulais te placer. Nous reviendrons. Non! Et aussi, le gardien de l'immeuble. Le gardien de l'immeuble, on va appliquer ça dans l'équation. Alors, nous avons une question qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Oui. Salut le plateau. Salut. Merci pour tout. Voici ma question. Si un enfant est têtu, il commet les mêmes fautes tous les jours. Par exemple, il reste toujours dehors. Je ne sais pas où il va. On dit de ne pas frapper les enfants. Violence économique aussi, ce n'est pas conseillé. Je fais quoi, s'il vous plaît? Ok. Si l'enfant est têtu, toi-même, tu dois comprendre en tant que parent ce qui a mené à cette attitude, à ce comportement de l'enfant. L'enfant ne s'est pas levé pour être tout de suite têtu. Il y a des gens qui naissent têtus. Hein. Oui, ça peut être possible. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il y a l'affection, vous voyez, et le rapprochement, l'implication dans les activités scolaires et périscolaires de l'enfant. Quand toi, en tant que parent, tu t'impliques, tu es proche de lui, tu as l'occasion d'échanger. Alors, para-péri. L'enfant choisit des activités autres que les mathématiques, les calculs et autres. Voilà, les activités sportives, les activités culturelles, les choix peut-être professionnels de demain, et voilà, et autres. Ça, c'est les activités para- et périscolaires. Vous voyez? Donc, en tant que parent, il faut qu'il s'implique pour qu'il soit plus proche de l'enfant et lui donner l'occasion de s'ouvrir, d'échanger et de lui poser 2-3 questions et lui montrer que, bon, ben, vraiment, voilà, telle attitude ne t'arrange pas et d'instituer quoi? L'éducation aux valeurs en famille. Si l'institut d'éducation aux valeurs en famille, il prend un seul aspect de son comportement têtu et ils ouvrent le débat. Moi, en fait, ce n'est pas tout ça là, c'est applicable. Mais moi, le hic là-bas, c'est la relation parent-enfant. S'il n'y avait pas cette convivialité, bien cette affection aussi grande que ça ne serait pas facile pour l'enfant, le parent plutôt d'atteindre l'enfant facilement. Comment est-ce qu'un parent qui n'arrivait du tout pas à être aussi clos avec son enfant
pourrait arriver à le faire d'un coup. Il n'a qu'à se décider. S'il se décide... Est-ce que tu veux résoudre le problème? Tu veux résoudre le problème, oui ou non? Oui. Mais si tu veux résoudre le problème, il faut te décider pour dire, mais ok, j'institue ceci, mais véritablement en accord avec l'enfant. Yeah. Ok, on va vraiment changer notre atmosphère, notre relation entre toi et moi. Hein? On va être vraiment de bons amis. Hein? Tu vas me confier, tu me fais des confidences. Moi aussi, je te dis certaines choses et je dois vraiment m'engager à être très proche de toi pour que vraiment tu réussisses. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Dis-moi. Mets la barre haut. Pilote, docteur, bon docteur, mais boulanger, c'est-à-dire propriétaire d'une boulangerie. Il faut mettre la barre haut. C'est pas vendeur de pain au bord de la route. Non, 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 c'est pas ça. Il faut monter la barre haut. Avec les enfants, il faut monter la barre haut. Maintenant, tu lui dis, bon, tu es prêt à amener des spécialistes ou bien le mettre en contact avec des spécialistes qui vont lui montrer comment, dans le processus dans lequel il va l'engager pour être ce qu'il va devenir demain. C'est parce que les enfants n'ont pas de vision, ils n'ont pas de rêve et les parents ne les aident pas aussi à concevoir leurs rêves de demain. Vous voyez? Et donc, si l'enfant est laissé à lui-même, bon, juste on satisfait le ventre et ça s'arrête là, mais il y a un problème. Oui. Là, en fait, quand on parle de spécialistes, désolé, hein, mais tout le monde n'a pas le même quotient, comment dire, économique. Non, pas intellectuel, économique. Mais la capacité économique pour pouvoir aller vers les psychologues et tout ça. Parce que quand tu vois un psychologue, déjà, consultation la même, ben, et puis tout ce qui va avec. Donc... Non. Est-ce que l'enfant va à l'école, oui ou non? Si l'enfant va à l'école, l'école est organisée. L'école est organisée avec des acteurs. Il y a les acteurs institutionnels qui, disons, prennent à cœur les problèmes des enfants. Et il y a les acteurs associatifs. Chaque école a ce qu'on appelle les associations de parents d'élèves, les comités de parents d'élèves, et au plan national, nous avons l'Union togolaise des associations de parents d'élèves. C'est d'amener le problème à ce niveau. Vous voyez, lors de la semaine de détente, j'ai été invité pour animer une conférence sur le suivi et le soutien parental. Qu'est-ce que j'ai dit aux parents? Je leur ai dit, vous voyez, aujourd'hui, si vous voulez résoudre le problème des enfants, il faut que vous exprimez le besoin de renforcement des capacités. Le besoin est exprimé au niveau des associations de parents d'élèves et au niveau de l'établissement, du chef d'établissement. Maintenant, c'est eux qui doivent voir où ils vont trouver des spécialistes pour vous accompagner, soit en ligne, ou etc. Voilà le schéma. Si vous n'exprimez pas le besoin, parce que le problème que moi, en tant que parent X, j'ai avec mon enfant, le parent Y n'a pas le même problème. Donc, vous ne pouvez pas donner une solution qui va s'adapter à toutes les situations. Ce n'est pas possible. Voilà, donc, c'est vers là qu'on doit tendre. Il faut l'expression des besoins de renforcement de capacité. C'est fondamental. Si on continue de faire les mêmes choses de la même manière, on obtient le même résultat. Vous voulez changer les résultats, il faut changer les méthodes, il faut changer les pratiques, il faut changer les manières de faire. Super. Monsieur Marcel, si on ne peut pas frapper, on peut crier au moins. Oh, violence. Oui, pourquoi pas? Mais il ne faut pas insulter. Si tu ne peux pas... voilà, c'est-à-dire qu'on a défini la violence comme... disons, l'atteinte à l'intégrité physique et morale, n'est-ce pas? Voilà. L'intégrité physique et morale. Oui. Donc, tout ce qui va toucher le corps de l'enfant, ça, c'est une violence. Non, crier. Non, je suis en train. Tu vas toucher le corps de l'enfant. Voilà. Maintenant, crier, tu peux crier si tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu peux crier pour te libérer, pour te défouler. C'est important. Oui. Parce que si le parent refoule à chaque fois en oui. parlant à un moment donné, ça va faire... Non, je suis d'accord. Mais comme elle le dit, il faut éviter en criant, il faut éviter des paroles d'atteinte à l'intégrité morale. Tu insultes l'enfant. Non. Ça là, c'est une violence. Monsieur Marcel, mais il faut qu'on revoie bien l'histoire de cri là. Parce que l'enfant peut être troublé, traumatisé par les cris de... Parce que madame Aïcha, quand elle parle le cri là, je vois... S'il vous plaît, monsieur Marcel, rapidement, allons-y. Je voudrais poser une question. J'ai suivi une émission sur une chaîne la fois dernière où ce sont des Africains mais qui habitent en Suisse. Et donc, la maman disait, lors de cette émission-là, que son enfant
ils font des vidéos, ils font des choses qu'ils publient sur le net, leur vie familiale et tout, mais disons qu'ils ont scénarisé cela. Donc, ils aiment bien taquiner l'un des enfants et l'enfant pleure. Et comme tout le monde les suit sur les réseaux, quand l'enfant vient à l'école, il est normal, il ne joue aucun rôle, donc il n'a pas de soucis en fait. Et une fois, l'enfant a fait une chute à l'école, est tombé, il n'a pas pleuré. Et la maîtresse s'en est référée aux services sociaux et à la psychologue de l'école pour dire que comment est-ce que voilà, l'enfant est tombé, il n'a pas pleuré, tout ça. Et ça a induit qu'ils ont envoyé les forces de l'ordre pour venir, genre comme si l'enfant était maltraité en fait. Vous comprenez un peu? Alors, quand vous parlez tout à l'heure en disant tout ce qui entoure l'éducation de l'enfant, donc nos enseignants et tout ça, jusqu'à quel point l'enseignant s'ingère? Bien, on parle de chez nous ici, hein, parce que la maman là-bas disait que même si on est là-bas chez les Blancs, moi je leur ai dit, mais écoutez, je n'ai pas loué la maison pour habiter dedans, vous allez venir vous ingérer dans ma vie familiale et tout ça. Et elle a parlé en bonne africaine. Exact. Mais chez nous ici, jusqu'à quel point un enseignant peut s'ingérer dans la vie familiale ou bien dans la vie d'un enfant? Ok. La mission de l'enseignant est double. L'enseignant, il est instructeur et éducateur. L'instructeur, c'est celui qui a le devoir payer pour donner des cours et amener l'enfant à réussir de façon excellente. Okay. Ça, c'est l'instruction. Il va donner des cours. Si c'est au primaire, c'est le seul enseignant qui fait des cours de mathématiques, calcul, Si c'est au secondaire, chaque enseignant, voilà. Ça, c'est l'instruction. Maintenant, comme l'enseignant a un manuel d'enseignement d'éducation civique et morale, il est en même temps un éducateur. Et donc, il doit s'inquiéter si l'enfant se comporte mal, parce que ça va impacter sur les résultats scolaires. Si l'enfant a un souci, il doit aussi s'inquiéter et interpeller, rendre compte d'abord à l'administration. Et c'est l'administration qui doit saisir le parent de l'enfant et peut-être, si ça va plus loin, l'association des parents d'élèves. Donc, il y a une méthodologie de résultat des problèmes à l'école. Il ne faut pas que toi-même, tu prennes sur toi d'appeler directement le parent sans informer la direction de l'établissement. Vous voyez? Et donc, dans tout service, voilà, tout est structuré, tout est organisé et il faut respecter les normes, il faut respecter les dispositions et la discipline qui est, la discipline qui est établie pour qu'on résolve les problèmes. Si tu prends sur toi-même sur toi de prendre certains engagements, ça n'engage que toi et tu vas toi-même subir les conséquences si jamais la chose tourne mal. Ben voilà, donc nous étions encore une fois, on a encore cassé, brisé les codes, on a encore plein de questions, comme toujours, hein, avec M. Marcel qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On a beaucoup appris au niveau de la non-violente. Monsieur Courtier, les méthodes d'éducation non-violentes ou bien les méthodes correctives? Les méthodes correctives. Non-violentes. Les méthodes correctives, il y a non-violente aussi dedans. Oui, oui. Il y a un peu de... Voilà. Il a dit, tu peux pincer un peu. Au cas où, une fois en passant, oui. Ouais, c'est-à-dire et au cas où tu ne te maîtrises pas. Voilà. Ouais, très je vais rarement. vous pincer. Et de ne pas crier aussi sur les gens. Alors, un numéro de téléphone, monsieur Marcel. Oui, le numéro de téléphone. Un numéro peut-être pour tous ceux-là qui... 90 01 64 90. Voilà, 90 01 64 90. Voilà. Pour contacter monsieur Marcel, qu'on va encore retrouver parce qu'il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Mais oui, c'est ça, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Monsieur Marcel. Digny Roseau. Allez, on est pratiquement à la fin de l'émission. On est... Non. On est pratiquement à la fin de l'émission du jour. On va déjà remercier toutes les équipes qui ont travaillé avec nous aujourd'hui. On vous aime fort, on vous embrasse. Restez encore et toujours sur la chaîne Mère. Et puis, on se quitte avec cette petite chanson-là en faveur de notre beau pays, le Togo. Bye bye et à demain. Bye bye. Terre de nos aïeux, fière nation, ton éclat en beauté, notre cœur en lumière, Abno des Badja, chantons l'espoir, trop les Banami. Au Togo,
liberté, fière nation, ton éclat en beauté. 65 ans, notre cœur en lumière, chantons l'espoir, notre nos prières. Les étoiles brillent sur le drapeau fièrement. Chaque couleur parle d'un peuple en avant. Des rivières murmurent les chants de l'unité. Et l'avenir danse dans notre humanité. Au Togo, terre de nos aïeux, fière nation, ton éclat en beauté. Notre cœur en lumière, à des Bacha, chantons l'espoir, trois des bananes. Au Togo, terre de liberté, fière nation, ton éclat en beauté. 65 ans, notre cœur en lumière, chantons l'espoir, trois nos prières. Les étoiles brillent sur le drapeau fièrement. Chaque couleur parle d'un peuple en avant. Des rivières murmurent les chants de l'unité. Et l'avenir danse dans notre humanité. Peuples unis dans chaque battement, le tambour sonne un nouvel élan. Liberté conquise, jamais oubliée. Togo grandira dans l'éternité. Togo, terre de nos aïeux, fière nation, ton éclat en beauté. Notre cœur en lumière, à des Bacha, chantons l'espoir, trois des bananes. Aujourd'hui encore, ensemble on s'élève, notre histoire gravée dans chaque rêve.